Émile Zola, L'Assommoir. Chapitre 2. 3 semaines plus tard, vers 11h30, un jour de beau soleil, Gervaise et Coupeau, l'ouvrier zingueur, mangeaient ensemble une prune à l'assommoir du père Colombe. Coupeau, qui fumait une cigarette sur le trottoir, l'avait forcée à entrer comme elle traversait la rue, revenant lui porter du linge. Et son grand panier carré de blanchisseuse était par terre, près d'elle, derrière la petite table de zinc. L'assommoir du père Colombe se trouvait au coin de la rue des Poissonniers et du boulevard de Rochechouart. L'enseigne portait, en longues lettres bleues, le mot distillation, d'un bout à l'autre. Il y avait à la porte, dans deux moitiés de futaille, des lauriers roses poussiéreux. Le comptoir, énorme, avec ses fils de verre, sa fontaine et ses mesures d'étain, s'allongeait à gauche en entrant. Et la vaste salle, tout autour, était ornée de gros tonneaux peints en jaune clair, miroitant de vernis, dont les cercles et les cannelles de cuivre luisaient. Plus haut, sur des étagères, des bouteilles de liqueur, des bocaux de fruits, toutes sortes de fioles en bon ordre, cachées des murs, reflétées dans la glace, derrière le comptoir, leurs taches vives, vert pomme, or pâle, laque tendre. Mais la curiosité de la maison était, au fond, de l'autre côté d'une barrière de chêne, dans une cour vitrée, l'appareil à distiller, que les consommateurs voyaient fonctionner, des alambics au long col, des serpents descendant sous terre, une cuisine du diable devant laquelle venaient rêver les ouvriers sous l'art. À cette heure du déjeuner, l'assommoir restait vide. Un gros homme de 40 ans, le père Colombe, en gilet à manches, servait une petite fille d'une dizaine d'années, qui lui demandait 4 sous de goutte dans une tasse. Une nappe de soleil entrait par la porte, chauffait le parquet toujours humide des crachats des fumeurs. Et du comptoir, des tonneaux, de toute la salle, montait une odeur liquoreuse, une fumée d'alcool qui semblait épaissir et griser les poussières volantes du soleil. Cependant, Coupeau roulait une nouvelle cigarette. Il était très propre, avec un bourgeron et une petite casquette de toile bleue, riant, montrant ses dents blanches. La mâchoire inférieure saillante, le nez légèrement écrasé, il avait de beaux yeux marrons, la face d'un chien joyeux et bon enfant. Sa grosse chevelure frisée se tenait tout debout. Il gardait la peau encore tendre de ses 26 ans. En face de lui, Gervaise, en caraco d'Orléans noir, la tête nue, achevait de manger sa prune qu'elle tenait par la queue du bout des doigts. Ils étaient près de la rue, à la première des 4 tables rangées le long des tonneaux, devant le comptoir. Lorsque le zingueur eut allumé sa cigarette, il posa les coudes sur la table, avança la face, regarda un instant sans parler la jeune femme, dont le joli visage de blonde avait, ce jour-là, une transparence laiteuse de fine porcelaine. Puis, faisant allusion à une affaire connue de seul, débattue déjà, il demanda simplement à mi-voix. Alors, non? Vous dites non? Oh, bien sûr non, monsieur Coupeau, répondit tranquillement Gervaise souriante. Vous n'allez peut-être pas me parler de ça ici. Vous m'aviez promis, pourtant d'être raisonnable. Si j'avais su, j'aurais refusé votre consommation. Il ne reprit pas la parole, continua à la regarder, de tout près, avec une tendresse hardive, et qui s'offrait, passionné surtout pour les coins de ses lèvres, de petits coins d'un rose pâle, un peu mouillés, laissant voir le rouge vif de la bouche quand elle souriait. Elle, pourtant, ne se reculait pas, demeurait placide et affectueuse. Au bout d'un silence, elle dit encore. Vous n'y songez pas vraiment. Je suis une vieille femme, moi. J'ai un grand garçon de 8 ans. Qu'est-ce que nous ferions ensemble? Pardi, murmura Coupeau, en clignant les yeux. Ce que font les autres. Mais elle eut un geste d'ennui. Ah, si vous croyez que c'est toujours amusant. On voit bien que vous n'avez pas été en ménage. Non, monsieur Coupeau, il faut que je pense aux choses sérieuses. Une rigolade, ça ne mène à rien. Entendez-vous? J'ai deux bouches à la maison, et qui va le faire m'aller. Comment voulez-vous que j'arrive à élever mon petit monde si je m'amuse à la bagatelle? Et puis écoutez, mon malheur a été une fameuse leçon. Vous savez, les hommes maintenant, ça ne fait plus mon affaire. On ne me repassera pas de longtemps. Elle s'expliqua, sans colère, avec une grande sagesse, très froide, comme si elle avait traité une question d'ouvrage, les raisons qui l'empêchaient de passer, un corps du fichu à l'emploi. On voyait qu'elle avait arrêté ça dans sa tête, après de mûres réflexions. Coupeau, attendri, répétait. Vous me causez bien de la peine. Bien de la peine. Oui, c'est ce que je vois, reprit-elle. Et je suis fâchée pour vous, monsieur Coupeau. Oh, il ne faut pas que ça vous blesse. Donc si j'avais des idées de rire, mon Dieu, ce serait encore plutôt avec vous qu'avec un autre. Vous avez l'air bon garçon, vous êtes gentil. On se mettrait ensemble, n'est-ce pas? Et on irait tant qu'on irait. Oh, je ne fais pas ma princesse, je ne dis point que ça n'aurait pas pu arriver. Seulement, à quoi bon, puisque je n'en ai pas envie. Mais voilà, je suis Madame Fauconnier depuis 15 jours. Les petits vont à l'école, je travaille, je suis contente. Hein? Le mieux alors est de rester comme on est. Elle se baissa pour prendre son panier. Vous me faites causer, on doit m'attendre chez la patronne. Vous en trouvez une autre, allez, monsieur Coupeau, plus jolie que moi, et qui n'aura pas de marmotte à traîner. Il regardait l'œil de boeuf, encadré dans l'atlas. Il la fit rasseoir en criant. Attendez donc, unique à 11h35. J'ai encore 25 minutes. Vous ne craignez pourtant pas que je fasse des bêtises. Il y a la table entre nous. Alors vous me détestez, au point de ne pas vouloir faire un bout de Cosette? Elle posa de nouveau son panier, pour ne pas le désobliger. Et ils parlèrent en bons amis. Elle avait mangé, avant d'aller porter son linge. Lui, ce jour-là, s'était dépêché d'avaler sa soupe et son bœuf, pour venir la guetter. Gervaise, tout en répondant avec complaisance, regardait par les vitres, entre les bocaux de fruits à l'eau de vie, le mouvement de la rue, où l'heure du déjeuner mettait un écrasement de foule extraordinaire. Sur les deux trottoirs, dans l'étranglement étroit des maisons, c'était une hâte de pas, des bras ballants, un coudoiement sans fin. Les retardataires, les ouvriers retenus au travail, la mine maussade de faim, coupaient la chaussée à grande enjambée, entraient en face chez un boulanger, et, lorsqu'ils reparaissaient à une livre de pain sous le bras, ils allaient 3 portes plus haut, aux voies de tête, manger un ordinaire de 6 sous. Il y avait aussi, à côté du boulanger, une fruitière qui vendait des pommes de terre frites et des moules au persil. Un défilé continu d'ouvrières en long tablier emportait des cornets de pommes de terre et des moules dans des tasses. D'autres, de jolies filles en cheveux, l'air délicat, achetaient des bottes de radis. Quand Gervaise se penchait, elle apercevait encore une boutique de charcutier, pleine de monde, d'où sortaient des enfants, tenant sur leurs mains, enveloppés d'un papier gras, une côtelette panée, une saucisse et un bout de boudin tout chaud. Cependant, le long de la chaussée poissée d'une boule noire, même par les beaux temps, dans le piétinement de la foule en marche, quelques ouvriers quittaient déjà les gargotes, descendaient en bande, flânant, les mains ouvertes battant les cuisses, lourds de nourriture, tranquilles et lents au milieu des bousculades de la cohue. Un groupe s'était formé à la porte de l'assommoir. Dis donc, lui la grillade, demandait une voix enrouée. Est-ce que tu payes une tournée de vitriol? 5 ouvriers entrèrent, se tinrent debout. Ah, ce voleur de père Colombe, reprit la voix. Vous savez, il nous faut de la vieille, et pas des coquilles de noix, de vrais verres. Le père Colombe, paisiblement, servait. Une autre société de 3 ouvriers arriva. Peu à peu, les blouses s'amassaient à l'angle du trottoir, faisaient là une courte station, finissaient par se pousser dans la salle, entre les deux lauriers roses, gris de poussière. Vous êtes bête, vous ne songez qu'à la saleté, disait Gervaise à Coupeau. Sans doute que je l'aimais, seulement, après la façon dégoûtante dont il m'a lâché, il parlait de l'entier. Gervaise ne l'avait pas revu. Elle croyait qu'il vivait avec la sœur de Virginie, à la glacière, chez cette amie qui devait monter une fabrique de chapeaux. D'ailleurs, elle ne songeait guère à courir après lui. Ça lui avait d'abord fait une grosse peine. Elle voulait même aller se jeter à l'eau, mais à présent, elle s'était raisonnée. Tout se trouvait pour le mieux. Peut-être qu'avec l'entier, elle n'aurait jamais pu élever les petits, tant il mangeait d'argent. Il pouvait venir embrasser Claude Étienne, elle ne le flanquerait pas à la porte. Seulement, pour elle, elle se ferait hacher en morceaux avant de se laisser toucher du bout des doigts.
et elle disait ces choses en femme résolue, ayant son plan de vie bien arrêté. Tandis que Coupeau, qui ne lâchait pas son désir de la voir, plaisantait, tournait tout à l'ordure, lui faisait sur l'entier des questions très crues, si gaiement, avec des dents si blanches qu'elle ne pensait pas à se blesser. C'est vous qui le battiez, dit-il enfin. Oh, vous n'êtes pas bonne, vous donnez le fouet au monde. Elle l'interrompit par un long rire. C'était vrai pourtant. Elle avait donné le fouet à cette grande carcasse de Virginie. Ce jour-là, elle aurait étranglé quelqu'un de bien bon cœur. Et il se mit à rire plus fort parce que Coupeau lui racontait que Virginie, désolée d'avoir tout montré, venait de quitter le quartier. Son visage, pourtant, gardait une douceur enfantine. Elle avançait ses mains potelées en répétant qu'elle n'écraserait pas une mouche. Elle ne connaissait les coups que pour en avoir déjà joliment reçu dans sa vie. Alors, elle en vint à causer de sa jeunesse, à Plassans. Elle n'était point heureuse du tout. Les hommes l'ennuyaient. Quand Lantier l'avait prise à 14 ans, elle trouvait ça gentil parce qu'il se disait son mari et qu'elle croyait jouer au ménage. Son seul défaut, assurait-elle, était d'être très sensible, d'aimer tout le monde, de se passionner pour des gens qui lui faisaient ensuite mille misères. Ainsi, quand elle aimait un homme, elle ne songeait pas aux bêtises. Elle rêvait uniquement de vivre toujours ensemble, très heureux. Et comme Coupeau ricanait et lui parlait de ses deux enfants, qu'elle n'avait certainement pas mis couvés sur le traversin, elle lui allongea les tables sur les doigts. Elle ajoutait que bien sûr, elle était bâtie sur le patron des autres femmes. Seulement, on avait tort de croire les femmes toujours acharnées après ça. Les femmes songeaient à leur ménage, se coupaient en quatre dans la maison, se couchaient trop lasses le soir pour ne pas dormir tout de suite. Elle d'ailleurs ressemblait à sa mère, une grosse travailleuse, morte à la peine, qui avait servi de bête de somme au père Macquart pendant plus de 20 ans. Elle était encore toute mince, tandis que sa mère avait des épaules à démolir les portes en passant. Mais ça n'empêchait pas. Elle lui ressemblait par sa rage de s'attaquer aux gens. Même si elle boitait un peu, elle tenait ça de la pauvre femme que le père Macquart rouait de coups. 100 fois, celle-ci lui avait raconté les nuits où le père, rentrant sous, se montrait d'une galanterie si brutale qu'il lui cassait les membres. Et sûrement, elle avait poussé une deuxième nuit avec sa jambe en retard. Oh, ce n'est presque rien, ça ne se voit pas, dit Coupeau, pour faire sa cour. Elle hocha le menton. Elle savait bien que ça se voyait. À 40 ans, elle se cassera en deux. Puis doucement avec un Algérien. Vous avez un drôle de goût d'aimer une boiteuse. Alors lui, les coudes toujours sur la table, avançant la face davantage, la complimenta en risquant les mots, comme pour la griser. Mais elle disait toujours non de la tête, sans se laisser tenter, caressée pourtant par cette voix câline. Elle écoutait, les regards dehors, paraissant s'intéresser de nouveau à la foule croissante. Maintenant, dans les boutiques vides, on donnait un coup de balai. La fruitière retirait sa dernière pelée de pommes de terre frais, tandis que le charcutier remettait en ordre les assiettes débordées de son comptoir. De tous les gargots, des bandes d'ouvriers sortaient. Les gaillards barbus se poussaient d'une claque, jouaient comme des gamins avec le tapage de leurs gros souliers ferrés, écorchant le pavé dans une glissade. D'autres, les deux mains au fond de leur poche, fumaient d'un air réfléchi, les yeux au soleil, les paupières clignotantes. C'était un envahissement du trottoir, de la chaussée, des ruisseaux, un flot paresseux coulant des portes ouvertes, s'arrêtant au milieu des voitures, faisant une traînée de blouses, de bourgerons et de vieux paletots, tout de paliers déteints sous la nappe de lumière blonde qui enfilait la rue. Au loin, les cloches d'usine sonnaient, et les ouvriers ne se pressaient pas, allumaient des pipes. Puis, le dos arrondi, après s'être appelé d'un marchand de vin à l'autre, ils se décidaient à reprendre le chemin de l'atelier, entraînant les pieds. Gervaise s'amusa à suivre 3 ouvriers, un grand et 2 petits, qui se retournaient tous les 10 pas. Ils finirent par descendre la rue, et vers droit à l'assommoir du père Colombe. Eh bien, murmura-t-elle, en voilà 3 qui ont un fameux poil dans la main. Tiens, du Coupeau, je le connais le grand, c'est mes bottes, un camarade. L'assommoir s'était rempli. On parlait très fort avec des éclats de voix qui déchiraient le murmure gras des enrouements. Du coup de poing sur le comptoir, par moments, faisaient teinter les verres. Tous, debout, les mains croisées sur le ventre ou rejetées derrière le dos, les buveurs formaient des petits groupes, serrés les uns contre les autres. Il y avait des sociétés, près des tonneaux, qui devaient attendre un quart d'heure avant de pouvoir commander leur tournée au père Colombe. Comment? C'est cet aristo de Cadicassi cria Mes bottes, en appliquant une rue de tape sur l'épaule du Coupeau. Un joli monsieur qui fume du papier et qui a du linge. On veut donc épater sa connaissance sans lui payer des douceurs, hein? Ne m'embête pas, répondit Coupeau, très contrarié. Mais l'autre ricanait. Suffit, on est à la hauteur, mon bonhomme. Les mufs sont des mufs, voilà. Il tourna le dos, après avoir louché terriblement, en regardant Gervaise. Celle-ci se reculait, un peu effrayée. La fumée des pipes, l'odeur forte de tous ces hommes, montait dans l'air chargé d'alcool, et elle étouffait, prise d'une petite toux. Oh, c'est vilain de boire, dit-elle à demi-voix. Elle raconta qu'autrefois avec sa mère, elle buvait de l'anisette un plaçant. Mais elle avait failli en mourir un jour et ça l'avait dégoûtée. Elle ne pouvait plus voir les liqueurs. Tenez, ajouta-t-elle en montant son verre. J'ai mangé ma prune. Seulement, je laisserai la sauce parce que ça me ferait du mal. Coupeau, lui aussi, ne comprenait pas qu'on pût avaler de plein verre d'eau de vie. Une prune par-ci, par-là, ça n'était pas mauvais. Quant au vitriol, à l'absinthe et aux autres cochonneries, bonsoir. Il n'en fallait pas. Les camarades avaient beau le blaguer, il restait à la porte, lorsque ces cheux-là entraient à la mine à poivre. Le papa Coupeau, qui était zingueur comme lui, s'était écrabouillé la tête sur le pavé de la rue Coquenard, en tombant, un jour de ribote, de la gouttière du numéro 25. Et ce souvenir, dans la famille, les rendait tous sages. Lui, lorsqu'il passait rue Coquenard et qu'il voyait la place, il aurait plutôt bu l'eau du ruisseau que d'avaler un canon gratis chez les marchands de vin. Il conclut par cette phrase. Dans notre métier, il faut des gens solides. Gervaise avait repris son panier. Elle ne se levait pourtant pas, le tenait sur ses genoux, les regards perdus, rêvant, comme si les paroles du jeune ouvrier éveillaient en elle des pensées lointaines d'existence. Et elle dit encore, lentement, sans transition apparente. Mon Dieu, je ne suis pas ambitieuse, je ne demande pas grand-chose. Mon idéal, ce serait de travailler tranquille, de manger toujours du pain, d'avoir un trou un peu propre pour dormir, vous savez, un lit, une table et 2 chaises, pas davantage. Ah, je voudrais aussi élever mes enfants, en faire de bons sujets, si c'était possible. Ah, et encore un idéal, ce serait de ne pas être battue, si je ne me remettais jamais au ménage. Non, ça ne me plairait pas d'être battue. Mais c'est tout, vous voyez, c'est tout. Elle cherchait, interrogeait ses désirs, ne trouvait plus rien de sérieux qui la tentât. Cependant, elle reprit, après avoir hésité. Oui, on peut à la fin avoir le désir de mourir dans son lit, mais moi, après avoir bien trimé toute ma vie, je mourrais volontiers dans mon lit, chez moi. Et elle se leva. Coupeau, qui approuvait vivement ses souhaits, était déjà debout, s'inquiétant de l'heure. Mais ils ne sortirent pas tout de suite. Elle eut la curiosité d'aller regarder, au fond, derrière la barrière de chêne, le grand alambic de cuivre rouge qui fonctionnait sous le vitrage clair de la petite cour. Et le zingueur, qui l'avait suivi, lui expliqua comment ça marchait, indiquant du doigt les différentes pièces de l'appareil, montrant l'énorme cornu, tout tombé un filet limpide d'alcool. L'alambic, avec ses récipients de forme étrange, ses enroulements sans fin de tuyaux, gardait une mine sombre. Pas une fumée ne s'échappait. À peine entendait-on un souffle intérieur, un ronflement souterrain. C'était comme une besogne de nuit faite en plein jour par un travailleur morne, puissant et muet. Cependant, Mes bottes, accompagné de ses 2 camarades, était venu s'accouder sur la barrière, en attendant qu'un coin du comptoir fût libre. Il avait un rire de poulie mal graissé, hochant la tête, les yeux attendris, fixés sur la machine à souder. Tonnerre de Dieu, elle était bien gentille. Il y avait, dans ce court bâton de cuivre, de quoi se tenir le gosier au frais pendant 8 jours. Lui aurait voulu qu'on lui soudât le bout du serpentin entre les dents, pour sentir le vitriol encore chaud d'emplir, lui descendre jusqu'au talon, toujours, toujours, comme un petit ruisseau. Dame, il se serait plus dérangé, ça aurait joliment remplacé l'idée à coudre de ce roussin de père Colombe. Et les camarades ricanaient, disaient que cet animal de Mes bottes avait un fichu gros lot tout de même.
L'alambic, sourdement, sans une flamme, sans une gaieté dans les reflets éteints de ses cuivres, continuait, laissait couler sa sueur d'alcool, pareil à une source lente et entêtée, qui à la longue devait envahir la salle, se répandre sur les boulevards extérieurs, et inonder le trou immense de Paris. Alors Gervaise, prise d'un frisson, recula, et elle tâchait de sourire en murmurant. C'est bête, ça me fait froid cette machine. La boisson me fait froid. Puis revenant sur l'idée qu'elle caressait d'un bonheur parfait. Hein, n'est-ce pas? Ça devrait bien mieux. Travailler, manger du pain, avoir un tronc à soi, élever ses enfants, mourir dans son lit. Et ne pas être battue, ajouta Coupeau gaiement. Mais je ne vous battrai pas à moi, si vous vouliez, madame Gervaise. Il n'y a pas de crainte, je ne bois jamais. Et puis je vous aime trop. Voyons, c'est pour ce soir. Nous nous chauffons les pétons. Il avait baissé la voix. Il lui parlait dans le cou, tandis qu'elle s'ouvrait un chemin, son panier en avant. Mais elle dit encore non, de la tête, à plusieurs reprises. Pourtant, elle se retournait, lui souriait, semblait heureuse de savoir qu'il ne buvait pas. Bien sûr, elle aurait dit oui s'il ne s'était pas juré de ne se point remettre avec un homme. Enfin, ils gagnèrent la porte, ils sortirent. Derrière eux, l'assommoir restait plein, soufflant jusqu'à la rue le bruit des voix enrouées et l'odeur liquoreuse des tournées de vitriol. On entendait Mes-Bottes traiter le père Colombe de fripouille, en l'accusant de n'avoir rempli son verre qu'à moitié. Lui était un bon, un chouette, un attaque. Ah zut, le singe pouvait se fouiller. Il ne retournerait pas à la boîte, il avait la flemme. Et il proposait aux deux camarades d'aller au petit bonhomme qui tousse, une mine à poivre de la barrière Saint-Denis où l'on buvait du chien tout pur. Ah, on respire, dit Gervaise sur le trottoir. Eh bien, adieu et merci, monsieur Coupeau. Je rentre vite. Elle allait suivre le boulevard, mais il lui avait pris la main. Il ne la lâchait pas, répétant. Faites donc le tour avec moi, passez par la rue de la Goutte d'Or, ça ne vous allonge guère. Il faut que j'aille chez ma sœur avant de retourner au chantier. Nous nous accompagnerons. Elle finit par accepter, et ils montèrent lentement la rue des Poissonniers, côte à côte, sans se donner le bras. Il lui parlait de sa famille. La mère, maman Coupeau, une ancienne giletière, faisait des ménages à cause de ses yeux qui s'en allaient. Elle a vu ses 62 ans le 3 du mois dernier. Lui était le plus jeune. L'une de ses sœurs, madame Nora, une veuve de 36 ans, travaillait dans les fleurs et habitait la rue des Moines, au Batignolles. L'autre, âgée de 30 ans, avait épousé un chimiste, se pince sans rire de Lorieux. C'était chez celle-là qu'il allait, rue de la Goutte d'Or. Elle longeait dans la grande maison, à gauche. Le soir, il mangeait la peau bouillie chez les Lorieux. C'était une économie pour tous les trois. Même, il passait chez eux les avertir de ne pas l'attendre, parce qu'il était invité ce jour-là par un ami. Gervaise, qui l'écoutait, lui coupa brusquement la parole pour lui demander en souriant. Vous vous appelez donc Cadécassis, monsieur Coupeau? Oh, répondit-il, c'est un surnom que les camarades m'ont donné, parce que je prends généralement du cassis, quand ils m'emmènent de force chez le marchand de vin. Enfin, autant s'appeler Cadécassis que Mes-Bottes, n'est-ce pas? Bien sûr, ce n'est pas vilain Cadécassis, déclara la jeune femme, et elle l'interrogea sur son travail. Il travaillait toujours là, derrière le mur de l'octroi, au nouvel hôpital. Oh, la besogne ne manquait pas. Il ne quitterait certainement pas ce chantier de l'année. Il y en avait des mètres et des mètres de gouttière. Vous savez, dit-il, je vois l'hôtel Bon Cœur quand je suis là-haut. Hier, vous étiez à la fenêtre. J'ai fait aller les bras, mais vous ne m'avez pas aperçu. Cependant, il s'était déjà engagé d'une centaine de pas dans la rue de la Goutte d'Or lorsqu'il s'arrêta, levant les yeux, disant voilà la maison. Moi, je suis né plus loin, au 22. Mais cette maison-là a tout de même fait un joli tas de maçonnerie. C'est grand comme une caserne là-dedans. Gervaise haussait le menton, examinait la façade. Sur la rue, la maison avait 5 étages, alignant chacun à la file 15 fenêtres, dont les persiennes noires, aux lames cassées, donnaient un air de ruine à cet immense pan de muraille. En bas, 4 boutiques occupaient le rez-de-chaussée. À droite de la porte, une vaste salle de gargote graisseuse. À gauche, un charbonnier, un mercier et une marchande de parapluies. La maison paraissait d'autant plus colossale qu'elle s'élevait entre deux petites constructions basses, chétives, collées contre elle, et carrées, pareil à un bloc de mortier caché grossièrement, se pourrissant et s'émettant sous la pluie. Elle profilait sur le ciel clair au-dessus des toits voisins, son énorme cube brut, ses flancs non crépis, couleur de boue, d'une nudité interminable de murs de prison, où les rangées de pierres d'attente semblaient des mâchoires caduques, paillant dans le vide. Mais Gervaise regardait surtout la porte, une immense porte ronde, s'élevant jusqu'au 2e étage, creusant un porche profond, à l'autre bout duquel on voyait le coup de joue blafard d'une grande cour. Au milieu de ce porche, pavé comme la rue, un ruisseau coulait, roulant une eau rose très tendre. Entrez donc, dit Coupeau, on ne vous mangera pas. Gervaise voulut l'attendre dans la rue. Cependant, elle ne put s'empêcher de s'enfoncer sous le porche, jusqu'à la loge du concierge, qui était à droite. Et là, au seuil, elle leva de nouveau les yeux. À l'intérieur, les façades avaient 6 étages, 4 façades régulières enfermant le vaste carré de la cour. C'étaient des murailles grises, mangées d'une lèpre jaune, rayées de bavure par l'égouttement des toits, qui montaient toutes plates du pavé aux ardoises, sans une moulure. Seuls les tuyaux de descente se coulaient aux étages, où les caisses béantes des plombs mettaient la tache de leur fond rouillé. Les fenêtres sans persiennes montraient des vitres nues, d'un vert glauque d'eau trouble. Certaines, ouvertes, laissaient pendre des matelas à carreaux bleus, qui prenaient l'air. Devant d'autres, sur les cordes tendues, des linges séchés, toute la lessive d'un ménage, les chemises de l'homme, les camisoles de la femme, les culottes des gamins. Il y en avait une, au 3e, où s'étalait une couche d'enfants, emplâtrée d'ordures. Du haut en bas, les logements trop petits crevaient au dehors, lâchaient des bouts de leur misère par toutes les fentes. En bas, desservant chaque façade, une porte haute et étroite, sans boiserie, taillée dans le nu du plâtre, creusait un vestibule lézardé, au fond duquel tournaient les marches boueuses d'un escalier à rampe de fer. Et l'on comptait ainsi 4 escaliers, indiqués par les 4 premières lettres de l'alphabet, peintes sur le mur. Les rez-de-chaussée étaient aménagés en immenses ateliers, fermés par des vitrages noirs de poussière. La forge à serrurier y flambait. On entendait plus loin des coups de rabot d'un menuisier, tandis que, près de la loge, un laboratoire de teinturier lâchait à gros-bouillon sur ruisseau d'un rose tendre, coulant sous le porche. Sa petite flaque d'eau teintée, de copeaux, d'escarbilles de charbon, plantée d'herbes sur ses bords, entre ses pavés disjoints, la cour s'éclairait d'une clarté crue, comme coupée en deux par la ligne où le soleil s'arrêtait. Du côté de l'ombre, autour de la fontaine dont le robinet entretenait là une continuelle humidité, 3 petites poules piquaient le sol, cherchaient des vers de terre, les pattes crottées. Et lentement, Gervaise promenait son regard, l'abaissait du 6e étage au pavé, remontait, surprise de cette énormité, se sentant au milieu d'un organe vivant, au cœur même d'une ville, intéressée par la maison, comme si elle avait eu, devant elle, une personne géante. Est-ce que madame demande quelqu'un cria la concierge, intriguée, en paraissant à la porte de la loge. Mais la jeune femme expliqua qu'elle attendait une personne. Elle retourna vers la rue, puis comme Coupeau tardait, elle revint, attirée, regardant encore. La maison ne me semblait pas laide. Parmi les loques pendues aux fenêtres, des coins de gaieté riaient. Une giroflée fleurie dans un pot, une cage de seringues tombait un gazouillement, des miroirs à barbe mettant au fond de l'ombre des éclats d'étoiles rondes. En bas, un menuisier chantait, accompagné par les sifflements réguliers de sa varlope, pendant que, dans l'atelier de serrurerie, un tatamar de marteaux battant en cadence faisait une grosse sonnerie argentine. Puis, à presque toutes les croisées ouvertes, sur le fond de la misère entretenue, les enfants montraient leurs têtes barbouillées et rieuses. Les femmes cousaient, avec des profils calmes, penchés sur l'ouvrage. C'était la reprise de la tâche après le déjeuner. Les chambres vides des hommes travaillant au dehors, la maison rentrant dans cette grande paix, coupée uniquement du bruit des métiers, du bercement d'un refrain, toujours le même, répété pendant des heures. La cour seulement était un peu humide. Si Gervaise avait demeuré là, elle aurait voulu un logement au fond, du côté du soleil. Elle avait fait 5 ou 6 pas. Elle respirait cette odeur fade des logis pauvres, une odeur de poussière ancienne, de saltérance.
Mais, comme l'accrotti des eaux de teinture dominait, elle trouvait que ça sentait beaucoup moins mauvais qu'à l'hôtel Boncoeur, et elle choisissait déjà sa fenêtre. Une fenêtre, dans l'encoignure de gauche, où il y avait une petite caisse, plantée de haricots d'Espagne, dont les tiges minces commençaient à s'enrouler autour d'un berceau de ficelle. Je vous ai fait attendre, hein, les Coupeau qu'elle entendit tout d'un coup près d'elle. C'est une histoire que je ne dîne pas chez eux, d'autant plus qu'aujourd'hui, ma sœur a acheté du veau. Comme elle avait eu un léger tressaillement de surprise, il continua, en promenant à son tour ses regards. Vous regardez la maison, j'ai toujours loué du haut en bas. Il y a 300 locataires, je crois. Moi, si j'avais eu des meubles, j'aurais guetté un cabinet. On serait bien ici, n'est-ce pas? Oui, on serait bien, murmurait Gervaise. À Plassans, ce n'était pas si peuplé dans notre rue. Tenez, c'est gentil cette fenêtre au 5e, avec des haricots. Alors, avec son entêtement, il lui demanda encore si elle voulait. Dès qu'ils auraient un lit, il l'ouvrait là. Mais elle se sauvait. Elle se hâtait sur le porche, en le priant de ne pas recommencer ses bêtises. La maison pouvait crouler, et une couche serait bien sur place sur la même couverture que lui. Pourtant, Coupeau, en la quittant devant l'atelier de Madame Fauconnier, put garder un instant dans la sienne sa main, qui lui abandonnait en toute amitié. Pendant un mois, les bons rapports de la jeune femme et de l'ouvrier Zinger continuèrent. Il la trouvait joliment courageuse quand il la voyait se tuer au travail, soigner les enfants, trouvant encore le moyen de coudre le soir à toutes sortes de chiffons. Il y avait des femmes pas propres, noceuses sur la bouche. Mais sacré matin, elle ne ressemblait guère. Elle prenait trop la vie au sérieux. Alors elle veillait, elle se défendait modestement. Pour son malheur, elle n'avait pas été toujours aussi sage, et elle faisait allusion à ses premières couches, mais 14 ans. Elle revenait sur les litres d'anisette vidés avec sa mère autrefois. L'expérience a corrigé un peu, voilà tout. On avait tort de le croire, une grosse volonté. Elle était très faible au contraire. Elle se laissait aller où on la poussait, par crainte de causer de la peine à quelqu'un. Son rêve était de vivre dans une société honnête, parce que la mauvaise société, disait-elle, c'était comme un coup d'assommoir, ça vous cassait le crâne, ça vous aplatissait une femme en moins de rien. Elle se sentait prise d'une sueur devant l'avenir, se comparer à un saut lancé en l'air, au tombant pile ou face, selon les hasards du pavé. Tout ce qu'elle avait déjà vu, les mauvais exemples étalés sous ses yeux d'enfant, lui donnaient une fière leçon. Mais Coupeau la plaisantait de ses idées noires, la ramenait à tout son courage, en essayant de lui pincer les hanches. Elle le repoussait, lui allongeait des claques sur les mains, pendant qu'il criait, en riant que, pour une femme faible, elle n'était pas d'un assaut commode. Lui, rigoleur, ne s'embarrassait pas de l'avenir. Les jours amenaient les jours, pardi. On aurait toujours bien gagné chez la pâtée. Le quartier lui semblait propre, à part une bonne moitié des soldats dont on aurait pu débarrasser les ruisseaux. Il n'était pas méchant diable, mais tenait parfois des discours très sensés, avait même un brin de coquetterie, une oreille soignée sur le côté de la tête, de jolies cravates, une paire de souliers vernis pour le dimanche. Avec cela, une adresse et une effronterie de singe, une drôlerie gouailleuse d'ouvrier parisien, pleine de bagout, charmante encore sur son museau jaune. Tous deux avaient fini par se rendre une foule de service à l'hôtel Boncoeur. Coupeau allait lui chercher son lait, se charger de ses commissions, porter ses paquets de linge. Souvent le soir, comme il revenait du travail le premier, il promenait les enfants sur le boulevard extérieur. Gervaise, pour lui rendre ses politesses, montait dans les 3 cabinets où il couchait sous les toits. Elle visitait ses vêtements, mettant des boutons, cottes, représentant les vestes de toile. Une grande familiarité s'établissait entre eux. Elle ne s'ennuyait pas quand il était là, amusée des chansons qu'il apportait, de cette continuelle blague des faubourgs de Paris. Toute nouvelle encore pour elle. Lui, elle se frottait toujours contre ses jupes, s'allumait de plus en plus. Il était pincé et ferme, ça finissait par le gêner. Il riait toujours, mais l'estomac si mal à l'aise, si serré, qu'il ne trouvait plus ça drôle. Les bêtises continuaient. Il ne pouvait la rencontrer sans lui crier. Quand est-ce? Elle savait ce qu'il voulait dire et elle lui promettait la chose pour la semaine des 4 jeudis. Alors il la taquinait, se rendait chez elle avec ses pantoufles à la main, comme pour emménager. Elle en plaisantait, passait très bien sa journée dans une rougeur, dans les continuelles allusions polissonnes, au milieu desquelles il la faisait vivre. Pourtant, pourvu qu'il ne fût pas brutal, elle lui tolérait tout. Elle se fâcha seulement un jour où, voulant lui prendre un baiser de force, il lui avait arraché les cheveux. Vers les derniers jours de juin, Coupeau perdit sa gaieté. Il devenait tout chose. Gervaise, inquiète de certains regards, se barricadait la nuit. Puis, après une bouderie qui avait duré du dimanche au mardi, tout d'un coup, un mardi soir, il va frapper chez elle, vers 11 heures. Elle ne voulait pas l'ouvrir, mais il avait la voix si douce et si tremblante qu'elle finit par retirer la commode, poussée contre la porte. Quand il fut entré, elle le crut malade tant il lui parut pâle, les yeux rougis, le visage marbré. Elle restait debout, bégayant, hochant la tête. Non, non, il n'était pas malade. Il pleurait depuis 2 heures, en haut dans sa chambre. Il pleurait comme un enfant, en mordant son oreiller pour ne pas être entendu des voisins. Voilà 3 nuits qu'il ne dormait plus. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Écoutez, madame Gervaise, dit-il la gorge serrée, sur le point d'être repris par sa larme. Il faut en finir, n'est-ce pas? Nous allons nous marier ensemble. Moi je veux bien, je suis décidée. Gervaise montrait une grande surprise. Elle était très grave. Oh, monsieur Coupeau, murmura-t-elle, qu'est-ce que vous allez chercher là? Je ne vous ai jamais demandé cette chose, vous le savez bien. Ça ne me convenait pas, voilà tout. Oh non, non. C'est sérieux maintenant. Réfléchissez, je vous prie. Mais il continuait à hocher la tête, d'un air de résolution inébranlable. C'était tout réfléchi. Il était descendu parce qu'il avait besoin de passer une bonne nuit. Elle n'allait pas le laisser remonter pleurer, peut-être. Dès qu'elle aurait dit oui, il ne la tourmenterait plus. Elle pourrait se coucher tranquillement. Il voulait simplement lui entendre dire oui. On causerait le lendemain. Bien sûr, je ne dirai pas oui comme ça, reprit Gervaise. Je ne tiens pas à ce que, plus tard, vous m'accusez de vous avoir poussé à faire une bêtise. Voyez-vous, monsieur Coupeau, vous avez tort de vous entêter. Vous ignorez vous-même ce que vous éprouvez pour moi. Si vous ne rencontriez pas de bijoux, ça vous passerait, je parie. Les hommes, souvent, se marient pour une nuit, la première, et puis les nuits se suivent, les jours s'allongent, toute la vie, et ils sont joliment embêtés. Asseyez-vous là, je veux bien causer tout de suite. Alors, jusqu'à 1 heure du matin, dans la chambre noire, à la clarté fumeuse d'une chandelle qu'ils oubliaient de moucher, ils discutèrent leur mariage, baissant la voix, afin de ne pas réveiller les 2 enfants, Claude et Étienne, qui dormaient avec leur petit souffle, la tête sur le même oreiller. Et Gervaise revenait toujours à eux, les montrait à Coupeau. C'était là une drôle de dot qu'elle lui apportait. Elle ne pouvait vraiment pas l'encombrer de demi-hoche. Puis elle était prise de honte pour lui. Qu'est-ce qu'on dirait dans le quartier? On l'avait connu avec son allemand, on savait son histoire. Ce ne serait guère propre quand on les verrait s'épouser, au bout de 2 mois à peine. À toutes ces bonnes raisons, Coupeau répondait par des haussements d'épaule. Il se moquait bien du quartier, il ne mettait pas son nez dans les affaires des autres, il aurait eu trop peur de le salir d'abord. Eh bien oui, elle avait eu l'entier avant lui, où était le mal? Elle ne faisait pas la vie, elle n'amènerait pas des hommes dans son ménage, comme tant de femmes, et les plus riches. Quant aux enfants, ils grandiraient, on les élèverait par deux. Jamais il ne trouverait une femme aussi courageuse, aussi bonne, remplie de plus de qualités. D'ailleurs, ce n'était pas tout ça. Elle aurait pu rouler sur les trottoirs, être laide, fainéante, dégoûtante, avoir une séquelle d'enfant crotté, ça n'aurait pas compté ses yeux. Il la voulait. Oui, je vous veux, répétait-il en tapant son poing sur son genou d'un martèlement continu. Vous entendez bien, je vous veux. Il n'y a rien à dire à ça, je pense. Gervaise, peu à peu, s'attendrissait. Une lâcheté du cœur et des sens la prenait, au milieu de ce désir brutal dont elle se sentait enveloppée. Elle ne hasardait plus que des objections timides, les mains tombées sur ses jupes, la face noyée de douceur. Du dehors, par la fenêtre entrouverte, la belle nuit de juin envoyait des souffles chauds, qui effaraient la chandelle, dont la haute mèche rougeâtre charbonnait. Dans le grand silence du quartier endormi, on entendait seulement les sanglots d'enfants d'un ivrogne, couchés sur le dos, au milieu du boulevard, tandis que, très loin, au fond de quelques restaurants, un violon jouait un quadrille canaille à quelques noces attardées, une petite musique cristalline, nette et déliée comme une phrase harmonica. Coupeau, voyant la jeune femme à bout d'arguments, silencieuse et vaguement souriante, avait saisi ses mains, l'attirée vers lui. Elle était dans une de ces heures d'abandon dont elle se méfie tant. Gagner, trop émue pour rien refuser et faire de la peine à quelqu'un.
Mais le Zanger ne comprit pas qu'elle se donnait. Il se contenta de lui serrer les poignets et les broyer pour prendre possession d'elle, et ils eurent tous les deux un soupir. À cette légère douleur, dans laquelle se satisfaisait un peu de leur tendresse. Vous dites oui, n'est-ce pas demanda-t-il. Comme vous me tourmentez, murmura-t-elle. Vous le voulez? Eh bien, oui. Mon Dieu, nous faisons là une grande folie, peut-être. Il s'était levé, l'avait empoigné par la taille, lui appliqua un rude baiser sur la figure, au hasard. Puis comme cette caresse faisait un gros bruit, il s'inquiéta le premier, regardant Claude et Étienne, marchant à pas de loup, baissant la voix. Chut, soyons sages, dit-il. Il ne faut pas réveiller les gosses. À demain. Et il remonta à sa chambre. Gervaise, toute tremblante, resta près d'une heure assise au bord de son lit, sans songer à se déshabiller. Elle était touchée. Elle trouvait Coupeau très honnête, car elle avait bien cru à un moment que c'était fini, qu'il allait coucher là. L'ivrogne, en bas, sous la fenêtre, avait une plainte plus rauque que de bête perdue. Au loin, le violon à la ronde canaille se taisait. Les jours suivants, Coupeau voulut décider Gervaise à monter un soir chez sa sœur, rue de la Goutte d'Or. Mais la jeune femme, très timide, montrait un grand effroi de cette visite honorieuse. Elle remarquait parfaitement que le Zanger avait une peur sourde du ménage. Sans doute, il ne dépendait pas de sa sœur, qui n'était même pas l'aînée. Maman Coupeau donnerait son consentement des deux mains, car jamais elle ne contrariait son fils. Seulement, dans la famille, les Lorieux passaient pour gagner jusqu'à 10 francs par jour, et elle tirait de là une véritable autorité. Coupeau n'aurait pas osé se marier sans qu'ils eussent avant tout accepté sa femme. Je voudrais parler de vous, ils connaissent le projet, expliquait-il à Gervaise. Mon Dieu, que vous êtes enfant. Venez ce soir, je vous ai averti, n'est-ce pas? Vous trouverez ma sœur un peu raide. Lorieux non plus n'est pas toujours aimable. Au fond, ils sont très vexés parce que, si je me marie, je ne mangerai plus chez eux, et ce sera une économie de moins. Mais ça ne fait rien, ils ne vous mettront pas à la porte. Faites ça pour moi, c'est absolument nécessaire. Ces paroles effrayaient Gervaise davantage. Un samedi soir pourtant, elle céda. Coupeau va la chercher à 8h30. Elle s'était habillée. Une robe noire, avec un châle à palme jaune en mousseline de laine imprimée, et un bonnet blanc, garni d'une petite dentelle. Depuis 6 semaines qu'elle travaillait, elle avait économisé les 7 francs du châle et les 2 francs 50 du bonnet. La robe était une vieille robe nettoyée et refaite. Ils vous attendent, lui dit Coupeau, pendant qu'il faisait le tour par la rue des Poissonniers. Oh, il commence à s'habituer à l'idée de me voir mariée. Ce soir, ils ont l'air très gentils. Et puis, si vous n'avez jamais vu faire des chaînes d'or, ça vous amusera à regarder. Ils ont justement une commande pressée pour lundi. Ils ont de l'or chez eux demanda Gervaise. Je crois bien. Il y en a sur les murs, il y en a par terre, il y en a partout. Cependant, il s'était engagé sous la porte ronde et avait traversé la cour. Les Lorieux demeuraient au 6e, escalier B. Coupeau lui cria en riant d'empoigner ferme la rampe et de ne plus la lâcher. Elle leva les yeux, clignant des paupières, apercevant la haute tour creuse de la cage de l'escalier, éclairée par 3 becs de gaz, de 2 étages en 2 étages. Le dernier, tout en haut, avait l'air d'une étoile tremblotante dans un ciel noir, tandis que les 2 autres jetaient de longues clartés, étrangement découpées, le long de la spirale interminable des marches. Hein dit le Zanger en arrivant au palier du premier étage. Ça sent joliment la soupe à l'oignon. On a mangé de la soupe à l'oignon, pour sûr. En effet, l'escalier blé, gris, sale, la rampe et les marches graisseuses, les murs éraflés montrant le plâtre, était encore plein d'une violente odeur de cuisine. Sur chaque palier, les couloirs s'enfonçaient, sonores de vacarme, les portes s'ouvraient, peintes jaune, noircies à la serrure par la crasse des mains, et au ras de la fenêtre, le plomb soufflait une humidité fétide, dont la puanteur se mêlait à la côté de l'oignon cuit. On entendait, du rez-de-chaussée au 6e, des bruits de vaisselle, des poêlons qu'on barbotait, des casseroles qu'on grattait avec des cuillères pour les récurer. Au premier étage, Gervaise aperçut, dans l'entrebâillement d'une porte, sur laquelle le mot dessinateur était écrit en grosses lettres, 2 hommes, attablés devant une toile serrée desservie, causant furieusement, au milieu de la fumée de leurs pipes. Le second étage et le 3e, plus tranquille, laissait passer seulement par les fentes des boiseries la cadence d'un berceau, les pleurs étouffés d'un enfant, la grosse voix d'une femme coulante avec un sourd murmure d'eau courante, sans paroles distinctes, et elle put lire des pancartes clouées portant des noms. Madame Coudron, gardeuse, et plus loin, Monsieur Madinier, atelier de cartonnage. On se battait au 4e, un piétinement dans le plancher tremblé, des meubles culbutés, un effroyable tapage de jurons et de coups, ce qui n'empêchait pas les voisins d'en face de jouer aux cartes, la porte ouverte, pour avoir de l'air. Mais quand elle fut au 5e, Gervaise dut souffler. Elle n'avait pas l'habitude de monter. Ce mur qui tournait toujours, ces logements entrevus qui défilaient, lui cassaient la tête. Une famille, d'ailleurs, barrait le palier. Le père lavait des assiettes sur un petit fourneau de terre, près du plomb, tandis que la mère, adossée à la rampe, nettoyait le bambin avant d'aller le coucher. Cependant, Coupeau encourageait la jeune femme. Ils arrivaient, et lorsqu'il fut enfin au 6e, il se retourna pour l'aider, d'un sourire. Elle, la tête levée, cherchait d'où venait un filet de voix qu'elle écoutait depuis la première marche, clair et perçant, dominant les autres bruits. C'était sous les toits, une petite vieille qui chantait en habillant des poupées à 13 sous. Gervaise vit encore au moment où une grande fille rentrait avec un seau dans une chambre voisine. Elle était fait, ou un homme en manche de chemise attendait, vautré, les yeux en l'air. Sur la porte refermée, une carte de visite écrite à la main indiquée Mademoiselle Clémence, repasseuse. Alors, tout en haut, les jambes cassées, la laine courte, elle eut la curiosité de se pencher au-dessus de la rampe. Maintenant, c'était le bec de gaz en bas, qui semblait une étoile, au fond du puits étroit des 6 étages. Et les odeurs, la vie énorme et grondante de la maison, lui arrivait dans une seule haleine, battit d'un coup de chaleur son visage inquiet, se hasardant là, comme au bord d'un gouffre. Nous ne sommes pas arrivés, dit Coupeau. Oh, c'est un voyage. Il avait pris à gauche un long corridor. Il tourna 2 fois. La première encore à gauche, la seconde à droite. Le corridor s'allongeait toujours, se bifurquait, resserré, lézardé, décrépit, de loin en loin éclairé par une mince flamme de gaz. Et les portes uniformes, à la fine comme des portes de prison ou de couvent, continuaient à montrer, presque toutes grandes ouvertes, des intérieurs de misère et de travail, que la chaude soirée de juin emplissait d'une buée rousse. Enfin, ils arrivèrent à un bout du couloir complètement sombre. Nous y sommes, reprit le Zanger. Attention, tenez-vous au mur, il y a 3 marches. Et Gervaise fit encore une dizaine de pas dans l'obscurité, prudemment. Elle buta, compta les 3 marches. Mais au fond du couloir, Coupeau venait de pousser une porte, sans frapper. Une vive clarté s'étala sur le carreau. Ils entrèrent. C'était une pièce étranglée, une sorte de boyau, qui semblait le prolongement même du corridor. Un rideau de laine déteinte, en ce moment relevé par une ficelle, coupait le boyau en 2. Le premier compartiment contenait un lit, poussé sous un angle du plafond mansardé, un toile de fonte encore tiré du dîner, 2 chaises, une table et une armoire dont il avait fallu scier la corniche pour qu'elle pût tenir entre le lit et la porte. Dans le second compartiment se trouvait installé l'atelier. Au fond, une étroite forge avec son soufflet. À droite, un étau scellé au mur, sous une étagère où traînaient des ferrailles. À gauche, auprès de la fenêtre, un établi tout petit, encombré de pinces, de cisailles, de scies microscopiques, grasses et très sales. C'est nous, cria Coupeau en s'avançant jusqu'au rideau de laine. Mais on ne répondit pas tout de suite. Gervaise, fort émotionnée, remuée surtout par cette idée qu'elle allait entrer dans un lieu plein d'or, se tenait derrière l'ouvrier, balbutiant, hasardant des hochements de tête pour saluer. La grande clarté, une lampe brûlant sur l'établi, un brasier de charbon flambant dans la forge, accroissait encore son trouble. Elle finit pourtant par voir Madame Lorieux, petite rousse, assez forte, tirant de toute la vigueur de ses bras courts, à l'aide d'une grosse tenaille, un fil de métal noir qu'elle passait dans les trous d'une filière fixée à l'étau. Devant l'établi, Lorieux, aussi petit de taille mais d'épaules plus grêles, travaillait, du bout de ses pinces, avec une vivacité de singe, à un travail si menu qu'il se perdait entre ses doigts noueux. Ce fut le mari qui leva le premier la tête, une tête aux cheveux rares, une pâleur jaune de vieille cire, longue et souffrante.
Ah, c'est vous? Bien, bien, murmura-t-il. Nous sommes pressés, vous savez. N'entrez pas dans l'atelier, ça me gênerait. Restez dans la chambre. Et il reprit son travail menu, la face de nouveau dans le reflet verdâtre d'une boule d'eau, à travers laquelle la lampe renvoyait sur son ouvrage un rond de vive lumière. Prends les chaises, cria à son tour Madame Lorieux. C'est cette dame, n'est-ce pas? Très bien, très bien. Elle avait roulé le fil. Elle le porta à la forge et là, activant le brasier avec un large éventail de bois, elle le mit à recuire avant de le passer dans les derniers trous de la filière. Coupeau avança les chaises, fit asseoir Gervaise au bord du rideau. La pièce était si étroite qu'il ne put se gazer à côté d'elle. Il s'assit en arrière et elle se penchait pour lui donner dans le cou des explications sur le travail. La jeune femme, interdite par l'étrange accueil des Lorieux, mal à l'aise sur le regard oblique, avait un bourdonnement aux oreilles qui l'empêchait d'entendre. Elle trouvait la femme très vieille pour ses 30 ans, l'air revêche, mal propre avec ses cheveux queue de vache, roulés sur sa camisole défaite. Le mari, d'une année plus âgée seulement, lui semblait un vieillard, aux minces lèvres méchantes, en manches de chemise, les pieds nus dans des pantoufles éculées. Et ce qui la concernait surtout, c'était la petitesse de l'atelier, les murs barbouillés, la ferraille ternie des outils, toute la saleté noire traînant là dans un bric-à-brac de marchand de vieux clous. Il faisait terriblement chaud. Des gouttes de sueur perlaient sur la face verdie des Lorieux, tandis que Madame Lorieux se décidait à retirer sa camisole, les bras nus, la chemise plaquant sur les seins tombés. Et Laure demanda Gervaise à mi-voix. Ses regards inquiets fouillaient les coins, cherchaient, parmi toute cette crasse, le resplendissement qu'elle avait rêvé. Mais Coupeau s'était mis à rire. Laure, dit-il. Bah tenez, en voilà encore et en voilà vos pieds. Il avait indiqué successivement le fil aminci que travaillait sa sœur, et un autre paquet de fil, pareil à une liasse de fil de fer, accroché au mur, près de l'étau. Puis se mettant à quatre pattes, il venait de ramasser par terre, sous la clé de bois qui recouvrait le carreau de l'atelier, un déchet, un bras semblable à la pointe d'une aiguille rouillée. Gervaise se récriait. Ce n'était pas de l'or peut-être, ce métal noirâtre, vilain comme du fer. Il dut mordre le déchet, le montrer l'entaille luisante de ses dents. Et il reprenait ses explications. Les patrons fournissaient l'or en fil, tout allié. Les ouvriers le passaient d'abord par la filière pour l'obtenir à la grosseur voulue, en ayant soin de le faire recuire 5 ou 6 fois pendant l'opération afin qu'il ne casse pas. Oh, il fallait une bonne poigne, et de l'habitude. Sa sœur empêchait son mari de toucher aux filières parce qu'il toussait. Elle avait de fameux bras. Il avait vu tirer l'or aussi mince qu'un cheveu. Cependant, Lorieux, pris d'un accès de toux, se pliait sur son tabouret. Au milieu de la quinte, il parla. Il dit d'une voix suffoquée, toujours sans regarder Gervaise, comme s'il eût constaté la chose uniquement pour lui. Moi, je fais la colonne. Coupeau força Gervaise à se lever. Elle pouvait bien s'approcher, elle verrait. Le chieniste consentit d'un grognement. Il enroulait le fil préparé par sa femme autour d'un mandrin, une baguette d'acier très mince, puis il donna un léger coup de scie, qui, tout le long du mandrin, coupa le fil, dont chaque tour forma un maillon. Ensuite, il souda. Les maillons étaient posés sur un gros morceau de charbon de bois. Il les mouillait d'une goutte de borax, prise dans le cul d'un verre cassé, à côté de lui. Et rapidement, il y rougissait la lampe, sous la flamme horizontale du chalumeau. Alors quand il eut une centaine de maillons, il se remit une fois encore à son travail menu. Appuyé au bord de la cheville, un bout de planchette que le frottement de ses mains avait poli. Il ployait la maille à la pince, la serrait d'un côté, l'introduisait dans la maille supérieure déjà en place, la rouvrait à la d'une pointe, cela avec une régularité continue. Les mailles succédant aux mailles, si vivement que la chaîne s'allongeait peu à peu sur les yeux de Gervaise, sans lui permettre de suivre et de bien comprendre. C'est la colonne, dit Coupeau. Il y a le jaseron, le forçat, la gommette, la corde. Mais ça, c'est la colonne. Lorieux ne fait que la colonne. Celui-ci eut un ricanement de satisfaction. Il cria, tout en continuant à passer les mailles, invisibles entre ses ongles noirs. Écoute donc, Algassi, j'établissais un calcul ce matin. J'ai commencé à 12 ans, n'est-ce pas? Eh bien, tu sais quel bout de colonne j'ai dû faire au jour d'aujourd'hui? Il leva sa face pâle, cligna ses paupières rougies. 8000 mètres, entends-tu? 2 lieues, hein? Un bout de colonne de 2 lieues. Il y a de quoi entortiller le cou à toutes les femelles du quartier. Et tu sais, le bout s'allonge toujours. J'espère bien aller de Paris à Versailles. Gervaise était retournée s'asseoir, désillusionnée, trouvant tout très laid. Elle sourit pour faire plaisir aux Lorieux. Ce qui la gênait surtout, c'était le silence gardé sur son mariage, sur cette affaire si grosse pour elle, sans laquelle elle ne serait certainement pas venue. Les Lorieux continuaient à la traiter en curieuse importune menée par Coupeau. Et une conversation s'étant enfin engagée, elle roula uniquement sur les locataires de la maison. Madame Lorieux demanda à son frère s'il n'avait pas entendu en montant les gens du quatrième se battre, se bénir s'assommer tous les jours. Le mari rentrait sourd comme un cochon. La femme aussi avait bien des torts, elle criait des choses dégoûtantes. Puis on parla du dessinateur du premier, ce grand escroc de Baudquin, un poseur criblé de dettes, toujours fumant, toujours gueulant avec des camarades. L'atelier de cartonnage de M. Madinier n'allait plus qu'une patte. Le patron avait encore congédié 2 ouvrières la veille. Ce serait bien béni s'il faisait la culbute car il mangeait de tout. Il laissait ses enfants de derrière nu. Madame Goton gardait drôlement ses matelas. Elle se trouvait encore enceinte, ce qui finissait par n'être guère propre à son âge. Le propriétaire venait de donner congé au coquet, au 5e. Il devait 3 termes. Puis ils s'entêtaient à allumer leur fourneau sur le carré. Même que, le samedi d'auparavant, Mademoiselle Remanjou, la fille du 6e, en reportant ses poupées, était descendue à temps pour empêcher le petit Lingarlot d'avoir le corps tout brûlé. Quant à Mademoiselle Clément, sa repasseuse, elle se conduisait comme elle entendait. Mais on ne pouvait pas dire, elle adorait les animaux. Elle possédait un cœur d'or, hein, quel dommage. Une belle fille pareille, elle est avec tous les hommes. On en rencontrerait une nuit sur un trottoir pour sûr. Tiens, voilà une, dit Lorieux à sa femme, en lui donnant le bout de chaîne auquel il travaillait depuis le déjeuner. Tu peux le dresser. Et il ajouta, avec l'assistance d'un homme qui ne lâche pas aisément une plaisanterie, encore 4 pieds et demi. Ça me rapproche de Versailles. Cependant, Madame Lorieux, après l'avoir fait recuire, dressait la colonne en la passant à la filière de réglage. Elle la mit ensuite dans une petite casserole de cuivre à longs manches, pleine d'eau seconde, et la décrocha au feu de la forge. Gervaise, de nouveau poussée par Coupeau, dut suivre cette dernière opération. Quand la chaîne fut dérochée, elle devint d'un rouge sombre. Elle était finie, prête à livrer. Oui, Vendant, expliqua alors le zingueur. Ce sont les polisseuses qui frottent ça avec du drap. Gervaise se sentait à bout de courage. La chaleur de plus en plus forte la suffoquait. On laissait la porte fermée parce que le moindre courant d'air enrhumait Lorieux. Alors, comme on ne parlait toujours pas de leur mariage, elle voulut s'en aller. Elle tira légèrement la veste de Coupeau. Celui-ci comprit. Il commençait d'ailleurs à être également embarrassé et vexé de cette affectation de silence. Eh bien, nous partons, dit-il. Nous vous laissons travailler. Il pétina un instant, il attendit, espérant un mot, une allusion quelconque. Enfin, il se décida à entamer les choses lui-même. Dis donc, Lorieux, nous comptons sur vous, hein, vous serez le témoin de ma femme. Le chimiste leva la tête, jouant la surprise avec un ricanement, tandis que sa femme, lâchant les filières, se plantait au milieu de l'atelier. C'est donc sérieux murmura-t-il. Ce sacré Galgacci, on ne sait jamais s'il veut rire. Ah oui, madame la personne, dit à son tour la femme en dévisageant Gervaise. Mon Dieu, nous n'avons pas de conseil à vous donner, nous autres. C'est une drôle d'idée de se marier tout de même. Enfin, si ça vous va à l'un et à l'autre. Quand ça ne réussit pas, on s'en prend à soi, voilà tout. Et ça ne réussit pas souvent. Pas souvent. Pas souvent. La voix ralentit sur ces derniers mots, elle hochait la tête, passant de la figure de la jeune femme à ses mains, à ses pieds, comme si elle avait voulu la déshabiller, pour lui voir les grains de la peau. Elle dut la trouver mieux qu'elle ne comptait. Mon frère est bien libre, continua-t-elle d'un ton plus pincé. Sans doute, la famille aurait peut-être désiré. On fait toujours des projets. Mais les choses tournent si drôlement. Moi d'abord, je ne veux pas me disputer. Il nous a ramené la dernière des dernières, je lui aurais dit, épouse-la et fiche-moi la paix. Il était pourtant pas mal ici avec nous. Mais là c'est grave, on voit bien qu'il ne jeûnait guère. Et toujours sa soupe chaude, juste à la minute.
Puis donc, Lorieux, tu ne trouves pas que madame ressemble à Thérèse? Bah, tu sais bien, cette femme d'en face qui est morte de la poitrine. Oui, il y a faux air, répondit l'eugéniste. Et vous avez 2 enfants, madame? Ah, ça, par exemple, je l'ai dit à mon frère. Je ne comprends pas comment tu épouses une femme qui a 2 enfants. Il ne faut pas vous fâcher, si je pense les intérêts, c'est bien naturel. Vous n'avez pas l'air fort avec ça. N'est-ce pas, Lorieux, madame n'a pas l'air fort? Non, non, elle n'est pas forte. Ils ne parlèrent pas de sa jambe. Gervaise comprenait, à leur regard oblique et au pincement de leurs lèvres, qu'ils y faisaient allusion. Elle restait devant eux, serrée dans son mince châle à palme jaune, répondant par des monosyllabes, comme devant des juges. Coupeau, la voyant souffrir, finit par crier. Ce n'est pas tout ça. Ce que vous dites est rien, c'est la même chose. La noce aura lieu le samedi 29 juillet. Je calculais sur l'almanach. Elles sont venues? Ça vous va-t-il? Oh, ça nous va toujours, dit sa sœur. Tu n'avais pas besoin de nous consulter. Je n'empêcherai pas leur d'être témoin. Je veux avoir la paix. Gervaise, la tête basse, ne sachant plus à quoi s'occuper, avait fourré le bout de son pied dans un losange de la clé de bois, dont le carreau de l'atelier était couvert. Puis de peur d'avoir dérangé quelque chose en le retirant, elle s'était baissée, tâtant avec la main. Lorieux, vivement, approcha la lampe, et lui examina les doigts avec méfiance. Il faut prendre garde, dit-il. Les petits morceaux d'or, ça se colle sous les souliers. Ça s'emporte, sans qu'on le sache. Ce fut toute une affaire. Les patrons n'accordaient pas 1 milligrammes de déchets, et il montra la pâte de lièvre avec laquelle il brossait les parcelles d'or restées sur la cheville, et la pouvait étaler sur ses genoux, mise là pour les recevoir. 2 fois par semaine, on balayait soigneusement l'atelier. On gardait les ordures, on les brûlait. On passait les cendres, dans laquelle on trouvait par mois jusqu'à 25 et 30 francs d'or. Madame Lorieux ne quittait pas du regard les souliers de Gervaise. Mais il n'y a pas de se fâcher, murmura-t-elle avec un sourire aimable. Madame peut regarder ses semelles. Hein. Et Gervaise, très rouge, se rassit, leva ses pieds, fit voir qu'il n'y avait rien. Coupeau avait ouvert la porte en criant. Bonsoir, une voix brusque. Il l'appela du corridor. Alors il sortit à son tour, après avoir balbutié une phrase de politesse. Elle espérait bien qu'on se reverrait et qu'on s'entendrait tous ensemble. Mais les Lorieux s'étaient déjà remis à l'ouvrage, au fond du trou noir de l'atelier, où la petite forge luisait, comme un dernier charbon blanchissant dans la grosse chaleur d'un four. La femme, un coin de la chemise glissé sur l'épaule, la peau rougie par le reflet du brasier, tirait un nouveau fil, gonflait à chaque effort son cou, dont les muscles se roulaient, pareil à des ficelles. Le mari, courbé sous la lueur verte de la boule d'eau, recommençant un bout de chaîne, ployait la maille à la pince, la serrait d'un côté, l'introduisait dans la maille supérieure, la rouvrait à l'aide d'une pointe, continuellement, mécaniquement, sans perdre un geste pour essuyer la sueur de sa face. Quand Gervaise déboucha les corridors sur le palier du 6e, elle ne put retenir cette parole, des larmes aux yeux. Ça ne promet pas beaucoup de bonheur. Coupeau prend furieusement la tête. Lorieux lui revaudrait cette soirée-là. Avait-on jamais vu un pareil grigou croire qu'on allait lui emporter 3 grammes de sa poussière d'or? Toutes ces histoires, c'était de l'avarice pure. Sa sœur avait peut-être cru qu'il ne se marierait jamais pour lui économiser 4 sous sur son pot-au-feu. Enfin, ça serait quand même le 29 juillet. Il se moquait pas mal d'eux. Mais Gervaise, en descendant l'escalier, se sentait toujours le cœur gros, tourmentée d'une bête de peur qui lui faisait fouiller avec inquiétude les ombres grandies de la rampe. À cette heure, l'escalier dormait, désert, éclairé seulement par le bec de gaz du second étage, dont la flamme, rapetissée, mettait au fond de ce puits de ténèbres la goutte de clarté d'une veilleuse. Derrière les portes fermées, on entendait le gros silence, le sommeil écrasé des ouvriers couchés au sortir de table. Pourtant, un rire adouci sortait de la chambre de la repasseuse, tandis qu'un filet de lumière, glissé par la serrure de mademoiselle Remanjou, taillant encore, avec un petit bruit de ciseaux, les robes de gaz et les poupées à 13 sous. En bas, chez madame Goudron, un enfant continuait à pleurer, et les plombs soufflaient une puanteur plus forte, au milieu de la grande paix, noire et muette. Puis dans la cour, pendant que Coupeau demandait le cordon d'une voix chantante, Gervaise se retourna, regarda une dernière fois la maison. Elle paraissait grandie sous le ciel sans lune. Les façades grises comme nettoyées de leurs lèpres et badigeonnées d'ombre s'étendaient, montaient, et elles étaient plus nues encore, toutes plates, déshabillées des loques séchant le jour au soleil. Les fenêtres closes dormaient, quelques-unes éparses, vivement allumées, ouvraient des yeux, semblaient faire loucher certains coins au-dessus de chaque vestibule, de bas en haut, à la file. Les vitres de 6 paliers, blanches d'une lueur pâle, dressaient une tour étroite de lumière. Un rayon de lampe tombé de l'atelier de cartonnage, au second, mettait une traînée jaune sur le pavé de la cour, trouant les ténèbres qui noyaient les ateliers du rez-de-chaussée. Et du fond de ces ténèbres, dans le loin humide, des gouttes d'eau, sonores au milieu du silence, tombaient une à une du robinet mal tourné de la fontaine. Alors, il sembla à Gervaise que la maison était sur elle, écrasante, glaciale à ses épaules. C'était toujours sa bête de peur, un enfantillage dont elle souriait encore. Prenez garde, cria Coupeau. Et elle dut, pour sortir, sauter par-dessus une grande mare qui avait coulé de la teinture orée. Ce jour-là, la mare était bleue, d'un azur profond de ciel d'été, où la petite lampe de nuit et concierge allumait des étoiles.